effectivement, le thème de ce webinaire, c'est le retour d'expérience de l'APC et de la démarche portfolio en lien avec le projet Avenir et notamment les deux terrains d'avenir que sont les IAB et l'IUT, filière GB et filière GE2I. Donc déjà, je vais peut-être vous présenter un peu l'équipe Avenir au SIAM. Donc, il y a Hélène qui est VP Innovation pédagogique et numérique, qui est très impliquée dans le projet Avenir. Donc, l'idée du projet Avenir, c'est vraiment d'accompagner les étudiants et les citoyens vers l'acquisition des compétences et l'orientation au niveau national. Il y aura Myriam. Myriam nous a rejoint aussi. Elle est chargée de mission APC et elle travaillera avec Isabelle Breton, qui va se présenter tout à l'heure. Et donc, moi, je suis Betty Fontaine et ingénieure pédagogique chargée du projet Avenir. Et Audrey Bérou, qui va se présenter également. Du coup, Audrey Bérou, donc je suis sur la démarche portfolio sur le projet Avenir. Du coup, Betty m'a déjà présenté, donc voilà, en tant qu'Isabelle Breton. Donc voilà, c'est une équipe qui a été renforcée en septembre et c'est très bien comme ça. Donc les intervenants pour ce webinaire, ce sera pour l'IUT Karine Tepocodan, qui est référentielle mais également enseignante à l'IUT, et Florian Cassol, chef du département. Pour les IAP, ce sera Adeline Picot, que vous connaissez bien en tant que référentielle aussi, et Zindi, qui est ingénieure pédagogique et qui travaille à l'ISIAP. Donc, on va commencer par d'abord une petite présentation succincte de ce que c'est l'APC, la démarche portfolio. Donc, l'approche par compétences, en fait, c'est avant tout la construction collective du projet de formation par l'équipe pédagogique qui est constituée d'enseignants et des responsables de formation. Ils s'engagent ensemble à travailler, en fait, sur l'élaboration des référentiels en lien avec les compétences de l'étudiant. Et ils vérifient, évaluent ensemble la pertinence et la cohérence du programme de formation. Et pour ce faire, ils vont identifier les buts de la formation et définir le profil de sortie des étudiants en termes de compétences pour élaborer, donc, entre autres, le référentiel de compétences. Donc, l'objectif de l'APC, c'est vraiment de placer l'étudiant au centre du dispositif de formation. Alors, la question qui se pose ensuite, c'est de savoir en fait en quoi on reconnaît un dispositif de formation qui est basculé en APC, en approche par compétences. Donc, en fait, on identifie un dispositif de formation basculé en APC si le dispositif se base sur le RNCP. Le RNCP, c'est quoi ? C'est le répertoire national des certifications professionnelles et vous pouvez aller le consulter sur le site de France Compétences. Donc, il se base sur ce RNCP qu'on décline ensuite en référentiel de compétences, en référentiel d'évaluation, en référentiel de formation et en syllabus ou plan de cours, selon les terminologies utilisées dans les composantes. Donc, toute cette construction d'outils passe par une collaboration en équipe pédagogique et pour assurer en fait la cohérence et l'alignement pédagogique de l'ensemble de dispositifs de formation. C'est ce qu'on appelle en fait l'approche programme. Et tout ceci en ayant en visuel le profil cible du diplômé et des métiers qui sont possibles à l'issue du cursus de formation. À la suite de cette approche par compétences, il y a la démarche portfolio qui se met un peu en parallèle. Donc, la démarche portfolio, c'est que l'étudiant devienne acteur de son apprentissage. Pour ça, il y a deux éléments. Donc, par la réflexivité, qu'il prenne conscience de son niveau de compétence, qu'il modifie sa trajectoire pour mieux apprendre et développer son esprit critique. Et le deuxième point, c'est par la démonstration de sa compétence. Donc, ça va être de présenter les traces de ses actions qu'il aura pu faire soit à l'université, soit en stage ou en alternance, et de les argumenter pour bien qu'il prouve finalement qu'il a acquis cette compétence. Pour ça, on est actuellement en train d'expérimenter un outil de e-portfolio, donc KPC+, avec l'application Karuta, qui est en expérimentation, en test actuellement. Ok, pour continuer, je vous propose en fait de regarder la vidéo qui a été réalisée récemment.
dans les IUT de France, on a un nouveau programme avec une réforme et on est passé d'un DUT au BUT, un bachelor, qui est passé en 3 ans et puis surtout qui est passé par par la compétence, approche par compétence. Ça, c'est le contexte. Alors, au sein du département, ce qui a fondamentalement changé, c'est plus de collaboration entre les collègues, puisqu'on élabore des sujets ensemble, beaucoup plus. On est obligé, de toute façon. Et avec les partenaires extérieurs, je crois qu'il y a une meilleure compréhension de la part des professionnels du sens qui est donné à notre formation, puisqu'on parle de compétences et qui sont directement issues du monde professionnel. On a créé un groupe de travail portfolio et on l'a créé au niveau de tous les départements de l'IUT. C'est-à-dire que ce n'était pas qu'un groupe de travail G2I, c'était vraiment tous les départements de l'IUT étaient invités. Donc on a essentiellement mutualisé 2 départements, le département génie-biologie et le département génie électrique informatique industriel. Déjà que les étudiants puissent m'en parler sans que je sois complètement déconnecté, d'une première chose. Je fais aussi du travail en situation d'apprentissage et d'évaluation, donc il y a un excellent support pour la création de certaines pages de leur portfolio, pour dire comme ça. Et puis, de toute manière, j'avais pas envie de regarder le bateau passer sans avoir envie de monter dedans, quoi. L'un des objectifs qui me paraît vraiment important, et je ne sais pas si c'est le principal, mais à mes yeux il est important, c'est de replacer l'étudiant au centre de son enseignement. C'est-à-dire que c'est lui qui va devoir faire preuve de réflexivité, c'est lui qui va devoir se poser la question de qu'est-ce que je veux faire de toutes ces ressources, de tous ces enseignements que l'on transmet et comment je vais les associer pour finalement acquérir des compétences. Pour moi, c'est vraiment replacer l'étudiant au centre et le rendre actif. L'intérêt pour eux, je pense, c'est de faire un bilan de compétences à différents moments, au moment de la démarche, année par année ou au cours de l'année, et aussi au cours de leur 3e année, pour qu'ils puissent finalement savoir où ils en sont, qu'ils soient conscients de ce qu'ils ont à acquérir comme compétences, et qu'ils prennent du recul sur ce qu'ils apprennent. En premier temps, je prenais pas beaucoup de recul vis-à-vis de ce que je faisais à l'IUT et je reliais vraiment pas tout ça avec des compétences. Et quand on a reçu le référentiel de compétences, ça m'a permis de prendre du recul, de comprendre que j'étais capable de certaines choses dont je me rendais pas compte et aussi que j'avais des difficultés sur certaines, qu'il fallait que je m'améliore et que je travaille plus sur ces sujets-là qui pêchaient de mon côté en tout cas. La première année, j'ai pas saisi vraiment le sens du portfolio, c'est-à-dire que je le voyais comme une matière comme les autres et à laquelle il fallait juste répondre aux exigences, mais sans forcément me l'approprier à moi et voir l'utilité pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est venu à partir de mon stage, donc au milieu de ma 2e année, où j'ai vu que vraiment le portfolio, c'était quelque chose qui allait me permettre de mettre en lien mes expériences, que j'avais, en l'occurrence de mon stage, avec mes compétences et mes savoir-faire, et que ça allait être utile après, par exemple, dans le cadre d'une embauche, ou même pour moi, pour me situer dans mes compétences et savoir où j'en suis et ce qu'il faut que j'améliore, de mettre en lien ces expériences, ces savoir-faire, ces choses que je sais faire, avec ce qui est demandé et ce qui est censé être requis dans le cours de ma formation. Le lien fait entre les ressources par les profs, en fait, il est fait aussi par les étudiants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les étudiants prennent conscience véritablement que ce qu'ils font dans telle ou telle matière, ça a du sens, ça fait du lien avec le reste. Et j'ai beaucoup entendu des étudiants, j'ai beaucoup entendu mes propres enfants me dire oui, il y avait des cours, c'était intéressant, mais on ne voyait pas trop pourquoi on le faisait, ou d'autres cours, on ne sait pas trop pourquoi. Et ça c'est quelque chose qui est en train de changer aussi. Donc, il n'y a pas que du bénéfice sur le lien prof, mais il y a aussi du bénéfice chez l'étudiant pour le lien qu'il fait entre les matières. A changé l'organisation des cours, c'est-à-dire qu'on ne met plus les cours pour répondre finalement à un programme national,
mais on les structure pour développer les compétences complexes des étudiants. Donc on essaie de répondre notamment à des besoins des collègues qui travaillent en projet sur les SAE. Au niveau très pratique, je pense que depuis cette démarche portfolio, je travaille beaucoup plus avec mes collègues. On fait beaucoup plus de travail d'équipe au niveau collègue. Je pense qu'elle a impliqué de prendre le temps de se poser, d'adopter une démarche réflexive sur tout ce qu'on avait fait, en tout cas moi personnellement, sur tout ce que je faisais depuis des années, et de finalement réorganiser mes enseignements, réorganiser aussi l'articulation entre différents enseignements et finalement peut-être plus m'ouvrir à ce que faisaient mes collègues pour que les choses soient peut-être plus cohérentes ou en tout cas s'imbriquent plus facilement entre elles. C'est difficile à dire parce que de toute façon c'est un travail dans la durée qui demande de la maturation. Refaire ça, sans avoir d'autres expériences, ça voudrait dire peut-être aller plus vite sur certains points, mais en même temps, il fallait du temps pour comprendre, intégrer. On s'est pas mal débrouillé, je trouve. Donc, je proposais à Adeline de commencer. On a 3 questions préparées pour Adeline et puis 2 questions après pour Cindy, en forme de pécha-coucha, c'est-à-dire que tu as 1 minute pour répondre à chaque question. Et le timer va être mis en route, ok? Ok. Alors, c'est parti. Donc, quel est le contexte de la mise en place de l'APC à l'ESIAB? Alors, ça, je peux pas avoir besoin d'1 minute pour expliquer le contexte, parce que tout simplement, c'est une exigence de la CPI, c'est-à-dire la commission d'études d'ingénieurs, qui nous délivre en fait l'habilitation à délivrer les diplômes d'ingénieurs. Et donc, moi, quand je suis arrivée à l'ESIAB, c'était en 2014, l'APC commençait déjà à être en place en fait depuis plusieurs années. Alors, depuis que je suis arrivée, il y avait quand même différentes progressions qui ont été, notamment, il y avait le référentiel de compétences qui a été mis à jour, etc. Mais en gros, le contexte, c'est vraiment une exigence de la CPI, tout simplement. Ok, merci. C'était du coup, quand est-ce que vous avez mis la démarche portfolio en place exactement? Alors, pour la démarche portfolio, par contre, ça, c'était différent. C'est vrai que c'est un souhait de la direction et de l'équipe pédagogique de vouloir mettre en place une démarche portfolio depuis quelques années. Et finalement, voilà, on a vraiment commencé à s'intéresser au sujet, ça fait à peu près 2 ans, avec l'arrivée de Cindy un peu à l'ESIAB. Mais on y avait déjà réfléchi un peu avant, hein, Cindy? Ouais. Ok, 2 questions en une, parfait, merci. Deuxième question pour vous, quel est l'intérêt du portfolio en tant qu'enseignante? Ok, c'est parti. Alors ça, c'est une question un peu plus difficile. Moi, je l'ai pris quel est l'intérêt pour un enseignant donc d'enseigner le portfolio et la démarche réflexive, etc. aux étudiants. Pour moi, en fait, l'intérêt, il est double. Alors, il y a un premier aspect intérêt pratique, c'est parce que désormais, l'étudiant, en fait, il va prendre en compte sa progression au cours de la formation. Et donc, nous, notre démarche portfolio, en fait, elle est centrée sur les stages. Et désormais, avec la démarche portfolio, on va formaliser en fait cette progression. Et donc, les étudiants, ils doivent tenir compte en fait des différents feedbacks qu'on va leur proposer à l'issue de leur soutenance orale, à l'issue de leur rapport de stage. Et donc, ça va permettre de garder une trace finalement de l'évolution et donc finalement tout ce qu'on peut dire comme élément d'amélioration. Voilà, ça va leur permettre en fait de garder cette trace-là. Et deuxièmement, là, je trouve un peu difficile. Le deuxième intérêt, en fait, ça a été dit un peu dans la vidéo, c'est le fait du travail collectif. Et en fait, l'intérêt, ça a été aussi de travailler tous ensemble en termes d'équipe pédagogique, essayer de travailler sur les stages et sur les compétences finalement qui étaient visées par ces stages-là. Et ça permettait aussi du coup de faire un effort supplémentaire, si vous voulez, pour essayer d'identifier
de faire le lien mieux encore entre les compétences de nos enseignements et les compétences professionnelles. Ok, merci. Allez, la troisième question pour toi. Quel a été le rôle du SIAM dans la mise en place de l'APC, de la démarche portfolio, surtout à l'ESIAM? Alors, le rôle du SIAM pour la mise en place de l'APC, ça c'est plutôt un rôle mineur puisque, comme je l'ai dit, c'était déjà en place en fait depuis plusieurs années à l'ESIAB. Par contre, le rôle du SIAM dans la mise en place de la démarche portfolio, ça a été fondamental sur plusieurs aspects en fait. Dans un premier temps, ça a été aussi le rôle du SIAM nous a permis de mieux définir ce qu'on voulait mettre dans notre portfolio, de mieux définir le contour, en fait, et le périmètre d'action du portfolio, et notamment avec Isabelle Courtel-Ranu, qui est venue, en fait, dans nos réunions pédagogiques, en fait, pour nous expliquer c'était quoi les portfolios, etc. Après, elle nous a aussi aidé à former les enseignants, en fait, à la démarche réflexive. Donc, il y a une formation qui a été réalisée par Isabelle et co-animée aussi avec Cindy. Troisième accompagnement du SIAM dans la conception aussi des ateliers qu'on proposait aux étudiants. Donc là, c'est avec toi, Betty et Cindy. Et puis, dernier point aussi, dans le cadre du projet à venir, c'est dans la conception en fait, de l'outil qui va être utilisé en tous les cas par les étudiants avec KPC. Merci. Donc, je vais laisser la parole à Zindy maintenant. Deux questions, Zindy, 1 minute. Là. Alors, c'est parti. C'était très dur, mais bon. Bon. Comment vous êtes-vous organisé pour mettre en place ce portfolio d'apprentissage et d'évaluation auprès des étudiants? Alors, c'est là, ça a été relativement facile puisque à l'ESIAB, on a la chance d'avoir une petite équipe pédagogique et une fois que l'équipe pédagogique a délimité justement les niveaux de progression en termes de compétences, c'est de là où je suis, en se renseignant et puis en consultant avec vous, avec la littérature, en fait, on a délimité aussi effectivement quels ateliers mettre en place, puisqu'on a toujours, en tout cas moi personnellement, je voyais toujours la réflexivité et cette démarche réflexive dont nous sommes concentrés comme une compétence. Et c'est là, et on l'a vu à la vidéo, il disait l'étudiant, au début, je ne voyais pas où on allait. Ça, comme toute compétence, ça se développe et il y a une progression. Donc, en fait, en nous fixant justement sur ça, j'ai organisé cette formation-là et ces ateliers en fonction de la progression de la réflexivité sur l'étudiant. C'est plus une anecdote qu'on te demande. Une anecdote d'étudiants dans les ateliers étudiants que tu as animés, en fait. Alors, on a plusieurs. Celle qui m'a le plus marqué, c'est on a fini nos ateliers avec un jeu sur des compétences qu'ils devaient développer et c'était un jeu qui était adapté à leur niveau en fait attendu à la sortie de cette expérience ou cette SAE si on garde aussi ces vocabulaires là et en fait les étudiants ils sont tout donnés en fait c'était vraiment quelque chose qui a été vachement bien accepté. Ils étaient capables de se battre en fait avec des arguments qui étaient très construits parfois et en plus l'idée c'était aussi qu'ils étaient à eux à être fair play et à décider qui gagnait la super carte compétence parce qu'il y avait des points à la fin qui était alloué, donc il y avait un score à réussir. Et là, en fait, honnêtement, ils se sont vachement bien prêtés au jeu. Je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Et puis, à la fin, ils étaient contents parce que je leur avais fait un petit panier garni. Voilà, il y avait des pâtes, des boissons sucrées, etc. Et donc, ça aussi, ça les a vachement motivés de gagner pour vraiment gagner quelque chose. Donc, c'était assez drôle. Voilà. Il y avait une bonne ambiance. Par rapport à ce que vous avez pu voir, donc je laisse un petit peu la parole à ceux qui le souhaitent.
J'ai beaucoup aimé, bon, merci pour vos interventions. J'ai beaucoup aimé la vidéo faite par l'IUT. Je trouve elle est très, très stimulante. Voilà, enfin, ça donne envie, en tout cas, de tester ça ailleurs. Ce que je vois pas, c'est peut-être du point de vue des étudiants. Il y en a un qui dit qu'au début, la première année, il fait ça un peu comme une UE, si je comprends bien, mais il voit pas ce que c'est. Et puis progressivement, il s'en empare. Et donc, comment vous avez implémenté le portfolio dans les emplois du temps ou dans les maquettes? Comment ça apparaît en fait concrètement pour les étudiants? En fait, on instaure des moments plutôt sacralisés sur des temps d'atelier, des temps de réflexivité tout au long de l'année. On le fait pendant la première année, donc on prépare les étudiants et on a des temps de réflexivité, des temps d'atelier pendant soit une journée, soit 1 heure et demie, ça va de 1 heure et demie, oui, à une journée. Et on a 5 temps, par exemple, en première année pour les initier à la démarche et puis les impliquer petit à petit. Il y a une montée en puissance en première année. Et en deuxième année, de la même manière, on propose des temps où ils peuvent discuter entre eux, où on les met en action pour réfléchir à toutes les compétences qu'ils ont pu développer. Donc ça, c'est cadencé en fait en première année, en deuxième année, puis on va le faire en troisième année. Donc, ils ont le temps. Alors, c'est vrai qu'au début, ils ne voient pas trop l'intérêt, mais dans ces temps qu'on cadence, on leur fait rencontrer des professionnels, on les amène à réfléchir sur les traces. Hier et aujourd'hui, par exemple, avec le département de GE2I et de GB, ils doivent construire ensemble un projet d'innovation par rapport au développement durable et ils doivent mêler leurs compétences. Et donc, en mélangeant les deux, ils doivent revenir justement sur la notion de compétences, ils doivent essayer déjà de réfléchir aux traces. Et donc, on le fait tout au long de l'année. Et puis, ça se fait également dans les SAE. Et là, je peux peut-être laisser aussi Florian en parler parce que, en fait, c'est pas, c'est tout au long de l'année, c'est tout le temps. C'est une infusion qui se fait tout au long de l'année. Et les SAE sont le lieu idéal vraiment pour cela aussi. Et je peux peut-être, là, Florian, tu pourras en dire plus parce que tu en as des SAE. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'étudiant arrive en début de première année, d'abord, il ne sait pas ce que c'est que l'approche par compétences, il ne sait pas ce que c'est qu'un portfolio, il ne sait pas ce que c'est qu'une preuve, une trace qui pourrait l'aider à faire la démonstration de sa compétence à travers un portfolio. Donc là, il faut donner du temps au temps. On sait que l'étudiant, il va devoir déjà apprendre à maîtriser le concept, à imaginer qu'il est en train de devenir compétent. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une compétence? D'où la notion de faire des ateliers de découverte des compétences en discutant avec des professionnels. Donc en fait, on a des ateliers comme ça qui prennent du temps et qui sont dans la durée, c'est-à-dire qui nous amènent presque sur toute l'année. Déjà pour que le jeune intègre l'idée de ce que c'est qu'une compétence, qu'une preuve et comment il pourrait remplir un portfolio. Alors évidemment, comme la construction elle est lente, il faut que ça mature. C'est difficile aussi d'imaginer qu'en parallèle, il soit capable d'emblée de remplir un portfolio pour démontrer la compétence. Donc il y a cette difficulté-là en première année. Et ça ne m'étonne pas qu'un étudiant dise la première année, j'ai pas trop. Enfin, ça se mettait en place, j'ai pas trop compris, c'était une UE de plus, quoi. Donc, on fait ces ateliers pour découvrir ce que c'est qu'une compétence. J'espère que bientôt, on va utiliser un outil numérique de portfolio qui va faciliter, parce qu'il est facilitateur, enfin, quand on parle de Karuta, qui va faciliter aussi cette approche et les mettre un peu plus dans l'action de la construction du portfolio en parallèle. Et puis donc, comme disait Karine, eh bien, il y a tous ces moments où l'étudiant va pouvoir mettre en évidence ses compétences. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'approche par compétences tourne autour d'une compétence, enfin, des compétences, et que les compétences, on peut les voir et on peut les apprécier dans l'action. Ça, c'est incontournable. Il faut de l'action pour voir la compétence. Donc, il faut mettre les étudiants dans l'action et on les met dans des situations qui sont authentiques, qui leur permettent d'apprendre et qui permettent aussi d'évaluer les compétences, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les SAE. Enfin, c'est dans le programme national, c'est indiqué comme ça, c'est un des modèles. Les SAE, enfin, ce sont des actions, donc des gros projets encadrés à l'IUT et puis toutes les actions en entreprise, voire également toutes les actions qu'il pourrait avoir à côté. Alors, nous, en génie électrique, on peut imaginer il bricole dans un hypercafé et il apprend aussi et il démontre aussi des choses là-dedans.
Voilà. Donc, on a beaucoup d'actions dans lesquelles ils doivent mettre en évidence ces compétences-là. Merci. J'ai répondu? Oui. Bon, ok. Et nous, pour compléter, de notre côté, à l'ESIAB, en fait, sur la première année, comment ça s'est construit? En fait, en gros, il y avait 3 ateliers qui ont été proposés aux étudiants. Sachant que nous, pour préciser, la démarche réflexive, elle est appliquée uniquement en fait sur le stage de première année qui est un stage ouvrier. Et donc le premier atelier, ça visait déjà premièrement à leur expliquer c'était quoi la réflexivité et puis qu'est-ce qu'on attendait un peu, enfin quel était l'intérêt de se lancer dans cette démarche réflexive. Après, comme l'a dit Florian aussi, on avait un deuxième atelier pour justement qui comprennent cette notion de compétence. Donc, Cindy avait recruté 2 témoins, en fait, 2 professionnels qui avaient fait leur formation à l'ESIAB. Et donc, les étudiants, donc ces personnes-là expliquaient en fait leurs activités et les étudiants devaient identifier les compétences en fait associées aux activités, associées au profil du poste, si tu veux. Et puis après, il y a eu donc un troisième atelier. Donc c'était le jeu en fait. C'était l'atelier preuve au milieu intermédiaire et puis après les jeux. Ah oui, il y avait un atelier preuve aussi, effectivement, pour savoir comment justifier de l'acquisition des compétences, parce que c'est bien beau de dire qu'on a acquis telle ou telle compétence, mais encore faut-il pouvoir justifier de l'acquisition des compétences. Et après, il y avait l'atelier jeu. Ouais. Et après, avant d'arriver au stage, il y avait aussi, on a utilisé en fait un projet marketing, c'est un travail en groupe. Et donc, avec ce projet marketing, les étudiants devaient aussi élaborer une analyse réflexive en lien avec ce projet-là. Et donc, qui était évalué aussi dans le cadre de la soutenance qui était associée au projet marketing. Ouais. Mais en fait, en gros, en somme aussi, c'est vrai que nous, nos temps, c'est un petit peu plus contraint. On a des fortes contraintes de temps et aussi de charge de travail de l'étudiant. On a fait ces 3 petits ateliers en essayant toujours de nous concentrer effectivement sur le fait que c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose, la réflexivité, Tu l'as dit, Karine. comme toute compétence, ça se développe aussi. Donc voilà. Donc notre idée, c'était aussi, c'est dire, on a la 2e année des formations, et on aura une 3e année où on espère que on va arriver à un niveau de réflexivité un petit peu plus élevé qu'au début, quoi. On s'élève. Et d'ailleurs, ce n'est absolument pas un problème d'avoir besoin de temps pour faire cette démarche et d'acquérir la réflexivité, parce que on sent que le portfolio, il est un outil avec plusieurs facettes. Et la première facette, c'est d'assister en fait l'étudiant dans sa réflexion sur lui-même et sa posture d'étudiant. Et donc là, on est dans un accompagnement d'apprentissage. Et le rôle du portfolio, qui est de sanctionner un niveau quelque part par la démonstration qu'il va réussir à en faire, ce rôle-là n'intervient qu'à la fin de la formation. Donc, voilà, il y a l'apprentissage et il y a la validation du niveau à la fin. Quand on parle du temps aussi, on en a parlé dans la vidéo, ça apparaît bien, mais une des dimensions très importantes, c'est aussi le fait qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est vraiment un facteur clé pour l'approche par compétence et la démarche portfolio, parce que on mêle vraiment les disciplines, on mêle nos manières de voir, nos méthodes pédagogiques, et c'est un vrai partage. Et ça, c'est vraiment important. Ça se fait dans le temps parce qu'on se voit régulièrement. On a nos réunions avec toutes nos disciplines qu'on incarne et nos objectifs aussi. Et le fait de discuter tout au long de l'année, d'avoir ces temps-là sur un objectif précis qui est animé, par exemple, un atelier dans la démarche portfolio, ça, c'est un facteur extrêmement important. Parce que on est dans une logique, on est dans une démarche nous-mêmes permanente. Et on re-questionne tous nos cours en permanence en fonction de ça. Et c'est salutaire, et je trouve ça même très sain parce que ça nous amène à chaque fois à vouloir développer la démarche encore plus. Oui, Guillaume? Oui, là-dessus, donc ça ressortait bien aussi de votre vidéo, de ce côté équipe PEDA qui est plus soudée, qui collabore plus.
Là, c'est le côté positif de ce projet. Est-ce que, malgré tout, est-ce que vous avez réussi à embringuer suffisamment de monde dans ça, au sein de l'équipe ELA, ou est-ce que vous avez quand même des collègues récalcitrants qui sont en dehors? Et si oui, comment vous gérez, en fait? Enfin, est-ce que vous avez réussi à amener tout le monde, ou est-ce que vous avez des collègues qui sont à côté de ce jeu-là? Je commence à répondre parce que moi, je suis que depuis 2 ans Techniquement, il va nous rester que 2 minutes, D'accord, mais ok. on peut dépasser un petit peu pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas autant de recul que Florian parce que je suis que depuis 2 ans dans le département, mais majoritairement, oui, tous les collègues sont embarqués. Il y a quelques collègues à la marge, mais on voit que leur manière de penser commence à évoluer aussi. Donc, mais Florian pourra peut-être. Enfin, moi, je suis d'un tempérament optimiste aussi. Je vois souvent le côté positif des choses, mais il me semble que majoritairement, ouais, on a voilà, le département a vraiment été embarqué. Et c'est important aussi d'avoir des moteurs dans le département. Nous, on a de sacrés moteurs dans le département. Florian en est un. Et ça aussi, c'est important. Mm. Mais Florian, tu peux peut-être compléter. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis absolument pas pessimiste. Je suis aussi optimiste que toi. On a de la chance au département. On avait déjà lancé des actions une démarche pédagogique de travail par le projet, tout ça, on avait fait intervenir l'université de Louvain à travers des stages. Ça avait déjà créé une dynamique il y a quelques années, et on a surfé sur cette dynamique-là. C'est vrai que il fallait une énergie quand même pour insuffler le mouvement. Ça s'est bien fait. Donc on a un groupe important au sein de l'équipe qui est déjà dans cette dynamique. On a quelques réticences fortes, et puis sinon des gens qui n'étaient pas forcément convaincus et qui progressivement changent d'avis. Mais les réticences fortes ne nous empêchent pas d'avancer parce que ce sont des gens qui vont saboter, qui vont bloquer. On n'est pas dans cette logique-là. Ils n'ont pas d'action vraiment toxique, pas du tout, quoi. Ils n'y vont pas, mais ils ne nous empêchent pas d'y aller, nous. Donc, Ouais. Pardon, de notre côté, peut-être enfin, moi, ce que j'observe, c'est qu'ils sont des questionnements dont la réponse ne paraît pas si évidente que ça. Et puis, pareil, c'est encore une question de temps, question d'angle. Et à bout d'un moment, ils se disent, tiens, j'ai vachement trouvé, j'ai trouvé sympa ce que vous faites. J'ai trouvé sympa la présentation des étudiants. Et au début, ils s'étaient pas complètement embarqués. Et le fait qu'ils reconnaissent ça, ils se disent, il y a quand même un résultat. Et le résultat, il est sympa. Enfin, il est sympa à voir. Et je pense que effectivement, il faut pas s'arrêter à ça. Et un jour, peut-être, ils verront les résultats. Ils le verront avec optimisme. Et peut-être pas, hein, mais en tout cas, au moins les personnes qui sont dans la démarche, ils sont convaincus. Je pense que ça permet aussi déjà quand même pas mal d'avancer. Et je rejoins aussi Karine sur le fait de la nécessité d'avoir quelqu'un qui est moteur, en fait. Parce que nous, on a eu la difficulté d'insuffler cette dynamique à Quimper. C'était plus facile pour nous. Donc, nous, l'objectif, c'était d'embarquer tout le monde, évidemment, Plouzané et Quimper. Mais il n'empêche que c'était quand même plus facile, en fait, à Plouzané qu'à Quimper, du fait de l'éloignement géographique, même si on a fait des visios. Enfin, franchement, c'était un peu compliqué. Et de ce fait, ça a peut-être été moins bien perçu, enfin pas moins bien perçu, mais moins mené jusqu'au bout, on va dire, dans cette première année à Quimper par rapport à Plouzané. L'un des freins que j'ai pu repérer, c'est de la part des enseignants qui avaient l'habitude de travailler seuls. Ils font leurs cours dans leur coin, ils estiment que leur cours se suffit à lui-même, pardon. Et en fait, quand ils finissent par comprendre qu'on va faire des projets qui seraient intéressants, que eux aussi s'intègrent à l'équipe qui élabore les projets et que du coup, on va faire appel à leurs cours pour pouvoir résoudre les problématiques dans le projet, et que par là même, on peut aussi leur demander de venir regarder ce qui se passe en projet, voire de venir évaluer ce qui se passe en projet, eh bien, en fait, ils peuvent venir évaluer l'efficience de leurs ressources.
Et le prof d'électronique, tout d'un coup, il se dit, tiens, ben ouais, mais en fait, ils ont vraiment besoin de mon cours. Et si je regarde ce qui se passe dans le projet, je peux vraiment voir s'ils ont compris l'électronique. Et un des freins, ça avait été, alors pour nous dans les IUT, ça avait été aussi la pondération entre alors ce qu'on appelle les ressources, les cours, et puis les essays, donc les projets, où le projet avait un tel poids que les gens qui étaient dans les ressources disaient oui, mais moi, si je fais un cours qui a un coefficient 1 par rapport à un projet qui a un coefficient 6, hein, c'est à peu près ça, mon cours n'a plus d'importance. Mais si, viens donc élaborer le sujet avec nous, viens évaluer ton élève dans ta partie sur le projet et tu vas te rendre compte qu'en fait, ton cours, c'est pas un vrai coefficient 1 qu'il a. Et ton cours, il est aussi dans le projet. Et là, il peut prendre sa part, mais c'est une action, il doit s'y mettre. Mais il peut prendre sa part et retrouver finalement le poids de ce qu'il avait cru voir disparaître. Mais c'est sous-jacent à ça, hein, c'est que le lien fait entre les ressources par les profs, en fait, il est fait aussi par les étudiants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les étudiants prennent conscience véritablement que ce qu'ils font dans telle ou telle matière, ça a du sens, ça fait du lien avec le reste. Et j'ai beaucoup entendu des étudiants, j'ai beaucoup entendu mes propres enfants me dire, oui, ben, il y avait des cours, c'était intéressant, mais on voyait pas trop pourquoi on le faisait, ou d'autres cours, on sait pas trop pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer aussi. Donc, il n'y a pas que du bénéfice sur le lien prof, mais il y a aussi du bénéfice chez l'étudiant pour le lien qu'il fait entre les matières. Et pour ajouter ça, justement, quand nous, on avait fait nos rencontres avec les professionnels, beaucoup des questionnements qui ont été faits se sont très justement sur les enseignements et sur l'utilité, en fait, dans leur parcours professionnel. Et ils étaient tous, pareil, la même réflexion. En fait, à l'école, j'avais pas trop compris, mais une fois sur le terrain, c'était mais indispensable et des fois c'était rigolo à voir parce que j'avais l'impression que on fait faire ça pour les torturer et alors que c'était pas du tout ça et donc c'est vrai que pour nos étudiants finalement à la fin ils se disent ok je vois pourquoi et je trouve un petit peu de sens à tout ça, notamment sur l'analyse statistique en fait des bureaux. Et là, ils voyaient bien le lien en fait et l'importance de connaître ces outils-là pour pouvoir exploiter justement des données dans un cadre professionnel, quoi. Et là, tout de suite, ils faisaient bien. Oh, les langues. L'anglais aussi. Oh, les langues, effectivement. Donc, Alexandre, oui, pardon. Non, c'était plus un commentaire en fait. C'est vrai qu'à vous entendre parler, ça fait vraiment très envie. Et d'une part. Deuxièmement, après, je me suis demandé aussi, comme pour l'IUT, les IAB, il y a des compétences qui sont très claires, qui sont même peut-être au niveau national, c'est peut-être un petit peu plus immédiat à mettre en place que dans d'autres formations. Enfin, c'est vraiment une question que je me pose, même si effectivement, on pourrait l'appliquer à toutes les formations. Et voilà, ce que je regrette un peu, c'est que dans d'autres formations, je pense, enfin, là où j'interviens, je pense qu'on n'est pas allé suffisamment loin sur les compétences d'abord. Et je pense que c'est la première étape avant de pouvoir après aller vers une démarche portfolio, c'est d'avoir une réflexion collective. Et ça, je regrette qu'on ne l'ait pas forcément, mais c'est vrai que ça fait envie. Merci pour ça. Après Delphine, juste pour préciser, en fait, nous, on a une matrice de compétences en 3 blocs. Mais on n'est pas du tout dans les modèles IUT où il y a voilà, les compétences, enfin, tout ce qui est apprentissage critique, composantes essentielles, etc. Nous, on est vraiment là-dessus. Enfin, après, on pourra toujours échanger. Donc, on a un autre modèle enfin, qui est le nôtre, hein, bon, pas bon, enfin voilà, au moins ça a le mérite d'exister. Et donc, on a dû s'adapter à ça. Et donc même si on est dans la même, plus ou moins dans le même objectif d'essayer justement d'aider l'étudiant à être actif dans cet apprentissage, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas le même modèle et si jamais ça t'intéresse, je pourrais, voilà, enfin, avec Betty, enfin, bien sûr avec Lucia, mais enfin, voilà, on pourra vous montrer, en fait, justement notre référentiel et voir que l'IUT a son modèle, mais que d'autres modèles aussi sont possibles d'exploiter et parfois il faut un petit peu de gymnastique, mais on y arrive petit à petit, quoi. Enfin, c'est pareil, ça prend du temps.
Et là où tu as raison, Delphine, c'est quand même que la majorité des étudiants qui sortent de l'ESIAB, en fait, vont travailler, en fait, en tant que responsable qualité, ou vont faire des audits, ou en tous les cas, ça aura un lien avec la qualité. Et donc, pour construire notre référentiel de compétences, en fait, c'était relativement aisé dans le sens où on pouvait partir de fiches de poste de responsable qualité. Donc, il y avait vraiment le lien, en fait, qui était facile à faire avec les compétences professionnelles. C'était, voilà. Alors que dans d'autres formations, effectivement, ça peut, ce lien-là est peut-être plus, moins facile, je sais pas. Il faut imaginer de toute façon que tout ça demande un gros travail. Si nous, dans les IUT, on a un programme national avec tout qui a été défini, mais il y a eu 3, 4, 5 ans de travail en amont. Ouais. Donc, on a commencé la réforme il y a 2 ans avec un programme qui est arrivé, on l'a appliqué en première année il y a 2 ans. Mais tout ça, ça fait l'objet d'un énorme travail. La définition des compétences dans chacune des filières. Alors, si je parle du génie électrique, des quelques compétences du génie électrique, ça a été un travail avec les professionnels, avec les filières des métiers. Et une fois que les compétences ont été choisies, on a cherché à voir à quoi ça correspondait ces compétences, comment on pouvait les évaluer, et on a défini nos référentiels de compétences. Et après, quel que soit le modèle choisi de l'approche par compétences, de toute façon, il y a eu une grosse discussion sur ce que pouvaient être les compétences dans nos métiers et tout ce qu'il fallait construire pour ensuite construire le programme national. Donc, c'est plusieurs années de travail en amont. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de travail aussi avant un portfolio. Voilà, effectivement, les mettre en place ces compétences-là, les mettre en évidence, c'est pas évident. ça demande beaucoup. Et je vais rebondir juste pour le SIAM. En fait, aujourd'hui, si Myriam et puis Isabelle ont été, Myriam en tant que chargée de mission et Isabelle Breton a été recrutée, c'est aussi pour accompagner les composantes. Donc, quand il y a des demandes autour de l'APC, de comment justement on s'y prend pour aller vers un référentiel de compétences, elles seront là pour ça, en fait. Et puis, si vous avez envie qu'on partage notre enthousiasme avec vous, n'hésitez pas à venir nous voir non plus. Voilà, c'est ça. Les portes sont ouvertes. Nous, on a fait un gros travail déjà depuis un moment. Il se passe des choses. N'hésitez pas, les portes sont ouvertes. Voilà, on a des outils qui ont marché, des outils qui n'ont pas marché, voilà, d'expérience. Et il y a grande et petite, hein, voilà. Et Florian, Gaël et Karine étaient venus à l'ESIAB aussi dans le cadre des assises délocalisées, là, tu sais, Delphine. Et c'est vrai que ça avait été très apprécié, en fait, par les collègues de l'ESIAB. Ils avaient beaucoup apprécié les échanges, en fait, qu'on avait pu avoir à ce moment-là pour voir justement d'autres façons de faire. Et c'est vrai que ce qui se passe à l'IUT, c'est quand même beaucoup plus, une beaucoup plus grande ampleur. Enfin, c'est beaucoup plus poussé que nous. Nous, ça reste assez petit, on va dire. Ouais. Mais bon. Très bien, merci beaucoup. Donc là, est-ce qu'il y a d'autres encore des derniers échanges ou... Voilà, donc, en tout cas, merci pour tous pour l'investissement dans ce retour d'expérience. C'était vraiment très, très riche, très intéressant. Et puis, un grand merci pour toute l'équipe à venir, pour toutes les personnes qui ont participé à ce retour d'expérience. C'était vraiment très, très bien. Voilà. Et je profite juste de faire un petit clin d'œil à Isabelle Kerry qui a monté la vidéo pour l'IUT et qui a fait un super travail rapide. Grand bravo. Ouais. Bon, bravo à vous toutes.